Bienvenue sur Radio Sport. Aujourd'hui, on parle moto, pas seulement sur 2, mais sur 3 roues avec une discipline ultra spectaculaire, le sidecar. Je suis Anthony Drevet et on entre tout de suite dans notre motorhome. Alors dans cette émission Motorhome, bien vous le savez certainement, on va aller à la rencontre de personnalités, on va parler mécanique, on va aller dans les coulisses tout simplement des sports mécaniques et pour découvrir une discipline spectaculaire, je le disais, le sidecar ou seedcar, eh bien on a un passager qui est avec nous, un double champion du monde mesdames et messieurs, on a failli sortir la Marseillaise mais en tout cas on va le saluer comme il se doit, Kevin Rousseau. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci d'être là. Bravo pour ce deuxième titre, tout frais, deuxième titre mondial, c'est quand même un événement. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été une saison facile, mais on a réussi à concrétiser, donc c'est super. Tu vas tout nous raconter justement sur ton histoire avec le sidecar, comment tu y es arrivé et qu'est-ce que cette discipline et ce qu'elle représente pour toi et pour notre autre invité sur le plateau parce que j'ai le plaisir, je ne sais même pas comment le présenter, c'est une bible du sidecar, c'est Jean-Michel Lafay qui est également impliqué depuis des années dans cette discipline. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Anthony, bonjour Kevin. Comment je te présente ? Bonjour Simon. Oui, parce qu'on est trois évidemment. Comment je te présente Jean-Michel ? J'ai un peu tenu tous les rôles. Tu as été représentant des pilotes notamment. Oui, alors avant j'ai été mécano de cet apôtre, aujourd'hui champion du monde, quand il était sur la planche de Sébastien Delannoy. Et puis ensuite, quand Sébastien a décidé d'arrêter sa carrière, j'ai voulu continuer. Et donc je suis passé contrôleur technique. Et voilà, le côté obscur. Voilà, le côté obscur de la force. Et puis en même temps, les équipages m'ont fait confiance et m'ont demandé d'être leur représentant. Donc, ce que j'ai fait pendant 4-5 ans. Et puis voilà. Bon, parfait, c'est pas mal. On va évoquer tout ça de toute façon. On va évoquer tout ça. On a du temps, évidemment, aujourd'hui. Et en visio, puisqu'on a parlé de Simon, c'est Simon Perilla, qui est donc aux commandes de PMC, Perilla Motorsport et Classique. Simon, préparateur très très connu, là aussi, des châssis LCR notamment. Bonjour Simon. Bonjour. Merci d'être présent. Oui, merci à vous de vous intéresser à notre sport. Moi, c'est Simon. J'ai un atelier de mécanique dans le Haut-Doubs, en France. Depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on est spécialiste dans les sidecars, mais c'est une histoire de famille depuis quelques temps. Ah, ça on y reviendra. Ouais. Le seedcar ou le sidecar, c'est une histoire de famille justement, que ce soit entre pilotes, passagers, aussi préparateurs, bref, vous êtes bien installés. Vous avez compris que dans notre motorhome aujourd'hui, on va parler évidemment de technique, on va parler de plein de belles choses et notamment du sidecar. Donc accrochez vos ceintures, on entre tout de suite dans le motorhome et on va parler de cette belle discipline. Alors sur Radio Sport, on s'intéresse à plein de sports et plein de sports mécaniques notamment. Première chose, Jean-Michel, on va évoquer l'histoire peut-être du sidecar ou du seedcar. Comment est-ce que tout cela est né ? Je crois que c'est dans les années 1800 et non pas 1900. Absolument, 1890, je crois. C'est un Français qui a eu l'idée de modifier un cycle. D'accord. Et de lui mettre une adjonction latérale de façon à pouvoir transporter son épouse, simplement. Ah, c'était ça l'idée. Voilà. Mais pas à des vitesses folles. Non, c'était à pédale à l'époque. Et son épouse étant à cette époque habillée en crinoline, il a fait un large siège qui permettait à madame de s'asseoir. Et puis ce brevet déposé a été repris par les Anglais qui l'ont motorisé. D'accord. Donc ça, on est en 1903, c'est ça ? Oui, voilà. Qui l'ont motorisé et qui ont fait un motocycle avec un panier latéral de l'autre côté, puisque les Anglais roulent du mauvais côté de la route. Ah, et donc c'est pour ça que le panier se trouve à gauche et non pas à droite sur les courses. Absolument. Ah, intéressant. Voilà, de façon à ce que la moto, telle qu'elle est décrite au sens du règlement, que la moto soit du bon côté de la route pour que le pilote puisse voir arriver
les personnes qui naviguent en face. Voilà. Alors, moi, je voudrais quand même savoir, parce qu'on va parler de compétition, évidemment, quand est-ce que les premières idées sont nées de se dire, tiens, de passagers, on va dire, touristiques. Touristes, voilà. On va passer à de la compétition. C'était quoi, du dirt un petit peu aux États-Unis? Oui, les États-Unis ont monté très vite des compétitions de dirt sur des pistes en terre. Et puis ils ont commencé à faire des ronds et à monter des compétitions parce que il le fallait. Ouais, puis les Américains sont des compétiteurs nés. Voilà. Et les Français aussi, et ce sont des compétiteurs qui gagnent. J'y tiens. On a plusieurs champions du monde, d'ailleurs, on y reviendra, parce que Kevin Rousseau, tu en fais partie justement de ces champions du monde. Il y a Emmanuel Clément, et puis il y a Alain Michel. Qu'est-ce que ça te fait d'être parmi les 4 ou les 3 plutôt? Et Grégory Cluse. Pardon, effectivement, passager à 2 reprises champion. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce palmarès des 4 Français victorieux? C'est vrai que de pouvoir représenter la France au plus haut niveau, c'est quand même une fierté. Donc, on essaie de faire durer le succès. C'est pas forcément facile, j'imagine. Non. On reviendra sur la préparation qu'il faut et que ça demande. La préparation aussi, on a fait un petit peu l'historique avec Jean-Michel. Simon, préparation des sidecars. Ça doit pas être forcément très évident, surtout que maintenant ils sont devenus très technologiques. Hein. Oui. Une belle avancée technologique, mais on est limité par un règlement, comme dans beaucoup de catégories. Mais on utilise de plus en plus des matériaux nobles, travaille beaucoup l'électronique aujourd'hui. Quels sont les matériaux justement utilisés? Est-ce qu'on a un moyen de construire les sidecars qui a vraiment évolué depuis les années 60-70? C'est surtout sur la qualité des matériaux eux-mêmes qui ont évolué. La technique de fabrication est plus ou moins la même. On a tendance aujourd'hui à utiliser plus de carbone et de titane. Mais la fabrication elle-même ne change pas. C'est surtout la qualité de la matière qui a évolué, quoi. Alors Jean-Michel, au début, si je me trompe pas, le sidecar, il se pliait, mais il fallait faire attention aux passagers. Oui. Certains constructeurs ont modifié des châssis pour les mettre sur rotule, de façon à ce que le side et la moto penchent en même temps. Alors, c'est plutôt intelligent, mais j'allais dire, pour le singe ou le passager, c'est pas forcément facile. Alors, si le singe n'était pas à sa place, effectivement, il se faisait pincer les fesses. C'est incroyable. Et dans notre émission, vous le savez, il y a aussi notre maître Capello national. Maître Capello, je te salue quand même. Il était temps. Parce que... Il y a déjà eu au moins 2 tours de fait, là. C'est vrai, mais bon, je vais avoir un long lap. Mais parce que, tu sais pourquoi je pense à toi? Parce que je suis sûr que tu as une question. Évidemment, je parle de singe. T'as pas une question à ce sujet-là? Non, mais de toute façon, tu parles de singe, je sais même pas ce que c'est qu'un singe, moi. Ils ont une banane dans le circuit ou pas? Ça vient d'où, singe, les garçons? Parce que vous êtes gentils, vous me parlez de singe, là. Alors Kevin, ça vient d'où, tu sais? Franchement, non, je sais pas trop. C'est passager ou singe, donc après, on peut nous appeler comme on veut. Oui. Alors, ça ne dérange pas. Non, pas du tout. Le singe, c'est celui qui saute de droite à gauche, et qui va et qui vient, et qui, juste avant, si on reprend l'histoire, allait aussi d'avant en arrière. Ah bon? Oui, parce que les châssis étaient en longueur, et le passager était couché sur sa planche. T'es impressionné, maître Capello, non? Oui, mais alors, je voulais savoir, il mange des bananes ou pas quand même, le singe? Oui, ça lui arrive. Que le matin. Oui. Mais il faut, parce que je pense que la préparation physique est importante, évidemment, pour les passagers ou les singes. Ouais, c'est très, très, très important. Des pâtes et des bananes. Ouais, voilà, pâtes et bananes. Tu t'arrives à maîtriser parce que on va revoir quelques images justement où tu es dans le side et dans le panier. Faut aller de gauche à droite comme ça, telle une pendule. Je fais le lien avec Simon tout à l'heure, mais c'est compliqué, non? Ouais, c'est vrai qu'il faut être vraiment prêt physiquement. Je fais beaucoup de crossfit, de la natation, du vélo et pas mal de gainage aussi pour essayer d'avoir une forme physique qui est à la hauteur de la vitesse du side. Alors, maître Capello, je sais que ça va te plaire. On parle aussi d'acrobate. Pourquoi on parle d'acrobate, Jean-Michel? Ce sont de vraies acrobaties que de tenir la planche pendant 21 tours sur une manche de mondial, par exemple, sur un circuit qui fait 4 km et un peu plus. Ça fait énormément de kilomètres, énormément de virages à encaisser, une force G qui est de plus en plus importante avec l'allègement des machines. Ouais. Et donc le passager qui se déplace droite et gauche, lui, il compense la masse et l'inertie, mais il doit aussi compenser son propre poids qui a tendance à vouloir être éjecté par la machine. Voilà. C'est déjà arrivé? Oui.
Les garçons, il a pas de ceinture, là. Ce sont des choses qui arrivent. Ah oui, il a pas de ceinture, je suis d'accord. Parce qu'à l'image, là, tu me dis qu'il peut être éjecté, mais je comprends bien, il se tient avec quoi, en fait? Il se tient principalement avec la main gauche. La main gauche, elle quitte quasiment jamais une poignée. Et puis la main droite navigue des prises qui sont sur le côté de la carène. Et de temps en temps, lorsqu'il bascule sur la partie gauche pour les virages où il doit sortir, poser ses fesses sur la piste, là, il prend la main droite également, puisqu'il y a deux poignées principales sur le panier. Alors, tu parles de fesses. Il y a une protection supplémentaire, parce que pour les motards, on connaît, ils se posent le genou sur le sol. Là, il a une coque en plus pour les fesses ou pas? Il a un slider qu'on lui pose sur les fesses, oui, et qui lui permet de venir jauger la hauteur à laquelle il se trouve quand il est en dehors du panier. Mais attends, mais Kevin, comment tu te fais à cette gymnastique, j'allais dire? Ça devient pas comme ça, si? Bah, c'est au fil des années, au fil des entraînements, et ça finit par devenir naturel. On y pense même plus, quoi. C'est comme un charpentier qui monte des charpentes tous les jours, et il pense même plus à ce qu'il va faire le lendemain. Donc c'est pareil, en fait. En fonction du circuit où tu arrives, tu sais à quel moment tu dois sortir, à quel moment tu dois te cacher dans les lignes droites, et puis ça devient un peu naturel, quoi. C'est cette recherche de la sensation, justement, qui te fait plaisir. C'est l'adrénaline? Ouais, c'est quelque chose que tu ressens nulle part ailleurs. J'ai fait pas mal de motos quand j'ai commencé ma carrière, et c'est vrai que t'as une sensation qui est vraiment à ras le sol, t'as une sensation de vitesse qui est vraiment unique. Donc tu peux le ressentir qu'en faisant du side pour moi. Ah, j'imagine effectivement. Alors Simon, je parlais de mécanique bien huilée, d'horlogerie. Toi, t'es un ancien horloger justement, et t'as décidé de te lancer dans cette mécanique-là. Tu retrouves un petit peu les sensations que t'avais auparavant? Avec l'horlogerie, le rapport avec ça? Ouais. Oui, la minutie dans le travail, bien sûr. Bien sûr, la précision aussi, parce qu'on a quand même deux bonhommes sur la machine, donc on évite de faire des bêtises. Mais c'est assez proche comme métier, oui. Après, aujourd'hui, c'est ma passion, donc on prend les choses différemment. Mais oui, l'horlogerie a fait partie quasiment une dizaine d'années de ma vie. Je pense que ça m'a servi pour mon métier aujourd'hui, oui. Et alors le fait que ça soit vraiment des mécaniques de précision aussi, ces sidecars, de mettre les endroits bien précis, j'allais dire, pour inscrire le moteur, inscrire tous les éléments, ça c'est quelque chose qu'on apprend vite selon le règlement, comme tu nous disais tout à l'heure? On est limité par le règlement sur certains aspects, mais les machines sont souvent adaptées pour chaque équipage. J'ai beaucoup de demandes particulières des pilotes, donc le moteur ne sera pas forcément placé au même endroit d'un pilote à un autre. Ah. Les machines on a une base qui est toujours la même, mais autour de cette base, on adapte pour l'équipage. Et alors, toi, tu as le brevet LCR, parce que c'était Louis Christen, c'est ça, qui a créé ça il y a des années? Il n'y a pas vraiment eu de brevet, mais oui, moi j'ai repris LCR maintenant, ça fait à peu près 2 années. D'accord. Avant, je travaillais déjà avec Louis Christen, mais j'achetais les machines en kit chez lui et j'assemblais moi de mon atelier. Mais aujourd'hui, tout est fabriqué chez moi. Waouh. Alors, je vois quand même PMC sur les fiches de résultats. Peria Motorsport et Classique, c'est ça? Oui, sur certaines machines, oui. Parce que il y a vraiment du développement qui peut se faire dans la limite du possible et du raisonnable, un peu comme en Formule 1 ou en MotoGP? Oui. J'apporte mes idées sur le châssis de départ, oui. Après, on peut pas évoluer beaucoup. On a une machine qui fonctionne, donc on tourne autour de ça, on va dire. Voilà. Alors, on profite, Jean-Michel, parce qu'on a la présence de Kevin, évidemment, de parler du passager, du singe, de l'acrobate, du technicien de plateforme aussi. Oui. J'aime bien cette appellation. Mais on va aussi parler du pilote. Il est installé comment? Il est limite allongé, non? Alors, le pilote est posé sur les genoux et les coudes. Ah, donc il n'est pas vraiment en position allongée. Donc il est posé sur une plateforme qui a été moulée à sa forme. D'accord. Voilà. Comme un baquet de voiture, par exemple. Voilà. Sur un baquet, le pilote est assis et puis on met de la mousse dans un sac poubelle pour mouler ses formes. Oui. Et c'est un peu la même chose pour le pilote. Alors on a une carène standard, on va dire, une assise standard. On appelle ça une assise, mais ils sont pas assis, ils sont à genoux. Oui. Voilà. Et puis chacun l'adapte à sa morphologie. Les carènes sont aujourd'hui très très fines parce qu'on recherche énormément l'aérodynamique. Bien sûr. Mais pour des pilotes comme de ma carrure par exemple, on est obligé de couper la carène en deux et de l'élargir en V de façon à ce que les épaules passent et puis que le pilote puisse tenir le guidon. Waouh. Ah oui, donc c'est pas si confortable. Et c'est des heures et des heures d'adaptation.
Pour une carène, il faut entre 150 et 200 heures de travail pour que le pilote tombe pile poil dedans et qu'il soit comme dans un fauteuil, quoi. Est-ce qu'il y a un règlement de taille pour le véhicule à respecter? Parce qu'on parle de gabarit. Alors déjà, il y a le gabarit du pilote, le gabarit du singe, qui doit être à peu près équivalent parce que c'est peut-être plus pratique, mais il y a un règlement sur la taille du véhicule? Oui, il y a un règlement qui définit l'empattement entre la roue avant et la roue arrière, D'accord. qui définit également le décalage de la roue avant par rapport à la roue arrière, Oui, parce de que la roue arrière. 3 roues. Hein. Voilà. Et puis, il y a 3 roues qui ne sont pas dans le même axe. Et donc, il y a un autre chiffre qui détermine la largeur totale de l'axe de la roue arrière avec l'axe de la roue du panier. Et ça, Voilà. quand on est justement au règlement et quand on est contrôleur technique, on doit le savoir parfaitement. Voilà, on est contraint de se maintenir dans ces cotes. On peut être un petit peu à l'intérieur, mais surtout pas à l'extérieur. Bien parce sûr. que ça donne un avantage de tenue de route évident. Est-ce que tu passes en soufflerie, Kevin, avec Harry Payne, ton pilote? Alors c'est arrivé, oui, des fois qu'on fasse des tests en soufflerie justement pour modifier des pièces sur la carène. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant les différences qu'on peut avoir, hein. Vraiment? Ah ouais, c'est... Donc tu sais, toi, la position que tu as quand tu es justement dans le panier et qu'il faut absolument que tu ne sois pas visible et en tout cas à l'air pur. Ouais, c'est ça. Dans la ligne droite, en fait, il faut essayer de se cacher au maximum, d'où l'importance aussi du sport et puis de faire pas mal de mobilité pour essayer de se plier et qu'il n'y a vraiment rien qui dépasse dans les bouts de droit pour gagner en aérodynamisme. Bon, faut pas être faut pas être apeuré, j'allais dire. Là, on voit des images de ce que tu nous as proposé en 2017, Kevin. C'est sur le circuit du Mans. En plus, t'habites au Mans, donc évidemment, c'est logique. C'était les années où justement tu enchaînais les titres comme des perles en championnat de France. On se rend compte quand même qu'il faut être toujours très actif, faut être très musclé, on l'a dit. Oui. Faut pas être trop lourd quand même non plus. Bah non, faut pas être trop lourd, faut être quand même assez dynamique entre les changements, surtout aujourd'hui avec les 600, on passe, il y a moins de puissance, donc on passe plus vite dans les virages, on va moins vite dans la ligne droite, donc faut vraiment être placé au bon moment et au bon endroit pour passer du droite à gauche dans les enchaînements rapides, quoi. Je suis assez bluffé à chaque fois par ces images. Simon, on parle de moteurs. Quels sont les moteurs qui sont utilisés? Parce que je crois qu'au règlement, il y a eu un petit changement. C'était en 2017. On est passé de moteurs puissants à des moteurs un petit peu moins puissants, c'est ça? Oui, à l'époque, c'était les moteurs 1000 cm3, comme utilisait Sébastien Delannoy avec Kevin, par exemple, dans la vidéo. Et aujourd'hui, on est passé tous sur des moteurs 600. D'accord. Pour le championnat du monde, quasiment tous les équipages sont avec les Yamaha R6, comme on peut voir derrière moi. Je pense qu'ils vont être obligés d'ouvrir un peu à autre chose. En France, on a fait des essais avec les moteurs 3 cylindres, comme le MT-09 ou les Triumph. Pour quelle raison? Je crois que tu évoquais une raison tout simplement de pièces en fait et de pénurie potentielle. Il y avait le côté pénurie et on voulait aussi à ce moment-là réduire un peu la vitesse. D'accord. Je pense que c'était un peu la cause principale, oui. Alors on veut réduire la vitesse ou on veut aller plus vite, Jean-Michel? Moi je veux que ça aille toujours plus vite. En fait, le constat est fait depuis l'année dernière. On a voulu réduire la vitesse. Et puis tous les records des circuits ont été battus. En voulant réduire la vitesse. Voilà. C'est bien. Donc, Parce qu'on passe en fait, vite en virage. la vitesse s'est déplacée. Voilà. La vitesse s'est déplacée. On a moins de très haute vitesse. On ne va plus à 275 comme précédemment. C'était quand même des très hautes vitesses. On a même passé les 300 à l'heure, mais sur des circuits qui le permettent, avec des grandes lignes droites qui permettent de se lancer et de sortir très vite dans le dernier virage avant la ligne droite. Aujourd'hui, on n'atteint plus ces vitesses-là. On est aux alentours du grand max 245, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais on passe beaucoup plus vite en virage. Et donc, c'est ce qui a fait que tous les records, quasiment, de tous les circuits ont été battus par les 600. Alors attends, du coup, me vient une idée, évidemment, et me vient une question, Kevin. Tu parlais du timing, on sait exactement à quel moment sortir, à quel moment rentrer, etc. Là, le problème, c'est que les repères ont été modifiés, j'imagine. Ouais, c'est vrai que, comme disait Simon tout à l'heure, en fait, moi, quand j'ai commencé, c'est son papa qui nous faisait les moteurs, qui nous faisait les châssis. On roulait sur des Midget XR, donc on avait beaucoup de puissance, comme Jean-Michel disait. Et puis après, en 2017, la réglementation a changé. Et du coup, on s'était dit, c'est pour
ralentir un petit peu les vitesses. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'au fil des années, les chronos se rapprochaient, même sur les petits circuits ou les circuits techniques, on allait même plus vite. Donc on allait moins vite dans la ligne droite, mais on allait plus vite dans les virages. Donc du coup, il faut être pour moi, être encore beaucoup plus précis et beaucoup plus près quand on roule avec des 600 qu'avec des 1000 pour le passager, quoi. Alors moi j'ai une question qui est arrivée, parce que vous savez que vous pouvez poser vos questions, mais là en fait on n'est pas en direct, mais je les ai les questions quand même, parce que tu sais on les pose, moi j'ai des gens derrière dans mon dos qui me disent, pose une question, est-ce que la vitesse ou la puissance change le rôle du singe? Je m'explique, on allait plus vite avant. Donc, il y avait peut-être un boulot différent. Là, on avait plus de puissance avant, on avait un boulot particulier. Là, on a plus de vitesse. C'est plus dangereux, c'est moins dangereux, ça change quelque chose? Il faut un physique hors pair. Ah bah oui, mais ça, il l'a, le monsieur là. Il faut un physique c'est un vrai athlète. Aujourd'hui, on a affaire à des passagers qui sont des athlètes très très haut niveau, de très très haut niveau. Alors, me vient une autre question, mon cher maître Capello, parce qu'on l'a pas encore évoqué. C'est un sport mixte, le sidecar, ou pas? Oui. Eh ben alors, faut être athlète, donc faut être athlète homme et femme, donc c'est pas simple, hein. Absolument. Et on a un peu plus de 30% de filles qui roulent sur des châssis. Elles sont pilotes et passagères. Alors plus de passagères que plus pilotes. Passagères parce que sous les tunnels il se passe des amitiés. Oui. Et puis c'est un sport de famille, on l'a dit. Voilà. Pour reprendre l'expression de Jean-Marc Delétang. Enfin, c'est pas une expression, il me posait la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'échangisme chez les sidecaristes? Ce à quoi j'avais répondu, non, surtout pas. Les tonnelles sont juste entrouvertes. Effectivement, voilà. on aime avoir le duo, mais voilà, après... Absolument. Et donc, les filles rencontrent des copains qui font un sport mécanique, et du side en particulier. Et donc, ça les branche. Elles essayent. Et puis, les filles sont très, très bonnes. Sur les planches, en résistance, elles ont une masse... Peut-être. Oui, un très très bon feeling, mais elles ont une masse moins importante et donc elles supportent plus facilement d'encaisser les jets. Ah, intéressant. Et donc dans les virages, on a rarement des filles qui s'en vont de la planche. Il y a plus souvent des mecs. Trop arrivé, ouais. Alors, ça arrive, bien sûr, parce que... Ça peut arriver, mais c'est pour le spectacle. Voilà, puis on a le droit de se louper. Oui, c'est vrai aussi. Il m'est arrivé de commenter des épreuves avec Elodie Leblond, notamment, qui était pilote. Oui, Estelle qui nous a fait pendant des années un miracle sur 3 roues. Elle a été excellente. Et puis, elle a roulé avec des garçons. Ben oui. Et puis elle a gagné. Elle a gagné, bien sûr. Elle a gagné, plus 3 ou 4 championnats de France. Ouais. Et puis elle a roulé au TT avec Mélanie Farnier. Son TT le plus marquant, on va dire, c'était un équipage 100% féminin. Et je pense qu'il y a quelques mecs qui roulent depuis des années au TT qui ont rêvé d'être à sa place. Ah. Ça, on va y revenir aussi parce que le TT, ça fait partie, c'est le Tourist Trophy. Oui. Ça fait partie de ces épreuves évidemment mythiques. Toi, tu y as participé, Kevin. C'était un objectif de vie parce que c'est quand même effectivement très dangereux, on peut le comprendre. Mais que ça soit sur 2 roues ou sur 3, on peut y aller alors. Ouais, c'est vrai que pas forcément au début. Et puis quand j'ai commencé à rouler avec Tim Reeves, il me parlait toujours du TT. Et dans ma tête, je me disais il commence à me gonfler avec son TT. Et en fait, la première fois que j'y étais en 2022 avec lui, on a fait le Newcomer Lap. En fait, quand on est nouveau passager ou nouveau pilote, on est obligé de faire un tour d'essai, on va dire. On suit une personne qui a de l'expérience et puis on fait son premier tour à une vitesse, on va dire, assez réduite. Et quand je suis descendu de la planche, je pense que j'étais comme un gosse qui venait d'ouvrir ses cadeaux, quoi. C'est quelque chose vraiment spécial, quoi. Le circuit, c'est une épreuve qui est exceptionnelle, mais un tour au Tourist Trophy, c'est vraiment unique, quoi. C'est 60 km, on passe dans les bois, on passe dans la montagne, on passe dans des endroits qui fait plus frais, dans la ville. C'est comme si tu additionnais, je sais pas, Monza, Le Mans, Donington Park, vraiment beaucoup de circuits et ça arrive à 60 km. Et voilà, tu fais un tour. Donc c'est une épreuve qui est vraiment unique pour moi aussi. Wow. On va en reparler évidemment. Moi, je voudrais rendre hommage à César Chanal et Olivier Lavorel. Oui, merci, oui. Qui nous ont quittés, mais qui étaient des champions vraiment. Et voilà, je tenais à le dire. Oui. Ils sont partis avec des étoiles dans les yeux.
Et ils ont vécu leur passion absolument, jusqu'au bout. Exactement. Donc, c'était important aussi de le souligner, mais je comprends mieux pourquoi le Titi signifie beaucoup. Simon, le Titi, est-ce que quand on est préparateur, justement, ça peut aussi être un objectif d'emmener des sides, à la fois des sides traditionnels ou des sides un petit peu plus petits? Raconte-nous un petit peu. Ah ben bien sûr, oui, pour le TT c'est des machines F2, donc des machines plus petites. Oui, quand on a la passion du sidecar, on voudrait aller partout et gagner partout, bien sûr. Là, je commence actuellement à faire les machines pour le TT. Depuis peu, j'ai repris aussi la fabrication des F2, donc l'année prochaine, j'ai quelques machines qui participeront. Oui. Tu nous rappelles, Jean-Michel, la différence entre F1 et F2 parce que je crois savoir que les châssis qui sont en championnat du monde, comme Kevin les connaît bien, c'est plutôt des F1, c'est ça? Alors oui, on disait F1 quand ils étaient motorisés avec un 1000. Ah mince, F600. Et puis on a modifié l'appellation pour bien les distinguer, parce qu'il y a encore des F1 qui roulent dans les championnats nationaux, que ce soit en IDM ou même en France en promosport. D'accord. Les F600 sont donc des châssis longs. Oui, avec des moteurs 600. Avec des moteurs de 600 cm3 qui généralement, le moteur est positionné derrière le pilote. Et puis, donc il est à côté du passager. Le passager est au-dessus du moteur quand il fait ses singeries. Voilà. Et puis le châssis F2, c'est un châssis court où le moteur est monté devant le pilote. C'est-à-dire que le pilote est à la poitrine calé contre les admissions. Ça doit vibrer. Oui, ça doit être une sensation exceptionnelle. Et on a encore justement des F2 en championnat de France. Voilà. En championnat de France, on a 2 championnats dans la même course. Donc on organise ce championnat de façon à ce que les F2 et les F600 roulent ensemble. Oui. Mais ils ont bien 2 championnats avec 2 podiums distincts. Bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est intéressant. C'est un petit peu comme l'endurance, finalement. On doit gérer un peu le trafic. Exactement. Et puis, on essaye, dans la réglementation, de faire des choses à peu près cohérentes, de façon à ce que l'ensemble du plateau soit le plus homogène possible. Et c'est pas facile parce que voilà, on a, comme disait Simon tout à l'heure, on a des réglementations qui nous bloquent au niveau de la motorisation, par exemple. Et donc pour qu'un F2 soit à peu près aussi performant qu'un F600 avec l'électronique qu'il embarque et les vitesses de passage qu'il a en virage, on a des moteurs qui sont un petit peu plus développés que le moteur F600 qui lui est stock. Voilà, le règlement impose un moteur stock. Et après, c'est le travail du préparateur et des réglages qui fait la différence. Intéressant. Donc, on y reviendra évidemment, Simon, sur cette préparation importante. Kevin, t'as déjà essayé le F2 ou pas spécialement? T'es resté sur le F600 ou le F1, toi? Non, j'ai eu la chance de faire les 3. Donc, j'ai commencé avec le F1 quand j'ai commencé ma carrière avec Sébastien Delannoy. Donc quoi, 2014? 2014, c'est ça. 2014. Même fin 2013 pour les premiers essais, les premiers tours de roue. D'accord. Et puis, 2017, j'ai fait ma première saison avec le F600 avec Benny Stroher. Ouais. Et puis, j'ai roulé, on va dire, la première fois avec un F2 avec Tim Reeves. Donc, on a fait des essais avant le Tourist Trophy. On va dire, ma vraie première course route, c'était en 2022 sur l'île de Man avec un F2. Et alors, ça change de pas être proche du moteur ou pas? Non, on va dire que c'est 2 machines différentes. On a plus de place dans la planche derrière, et puis après, ça n'a rien de comparable parce que on est sur une route ouverte, qui est fermée bien sûr, mais du coup c'est complètement différent, quoi. Wow. Et alors attends, moi il me vient une autre idée, Maître Capello, je pense que t'as l'idée aussi. Comment vous vous parlez avec le pilote? Vous avez pas de radio quand même? Non, on se parle pas, on fait on débriefe avant et après les essais, mais sinon après on se parle pas, on essaie de sentir plutôt le feeling de la machine et puis de savoir ce que le pilote a besoin en fonction de comment il passe dans les virages, si ça glisse, s'il a besoin de plus de grip sur l'avant, sur l'arrière, et puis on va dire que c'est plus du feeling que de la communication avec le pilote. Il y a un langage codé, typiquement, par exemple, quand on roule à 2 en moto, le passager derrière, s'il a peur, il tapote sur l'épaule gauche ou l'épaule droite et autres. Là, est-ce que le singe peut annoncer quelque chose au pilote devant en tapotant quelque part? On peut annoncer si vraiment il y a un problème, on va lui taper dans le dos, mais après taper parce que on a peur, là il faut faire autre chose, quoi. Il y a des chutes, il y a des accidents, des singes qui sont éjectés en course. Ouais, comme disait Jean-Michel, ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent. Mais pas les femmes. Moins. Oui. Proportionnellement moins, oui. Ouais, ça peut arriver, si on est mal placé au mauvais moment, ou si on sort un petit peu trop tard, un petit peu trop tôt, ou qu'on se tient
mal, du coup on peut être effectivement éjecté de la planche. On se dit ça des fois, je suis mal placé, ça, là c'est pas passé loin. En général, on essaye d'être toujours bien placé, mais c'est vrai que des fois, sur un tour qualif, c'est quelque chose qui est un petit peu, on va dire, plus parfait. Mais après, en course, quand on passe des équipages attardés ou quand on se bat avec d'autres équipes, du coup, les trajectoires, elles peuvent être, on retarde le freinage, on s'écarte un peu plus, et du coup, faut être toujours prêt, on va dire, en course à des choses qui pourraient pas se faire en qualif, par exemple. Ouais, faut que ça se pilote à deux, quoi. Y a rien à faire. C'est pas facile. Est-ce que justement, tiens, Kevin, le fait que tu aies été pilote, parce que tu as roulé aussi en endurance, tu as été pilote seul sur une machine, je veux dire, ça aide aussi sur la compréhension du placement de la machine, etc. Je pense que ça, c'est toujours un plus. C'est comme de s'entraîner en motocross ou en karting. On ressent des choses qu'après on peut essayer de retransmettre sur le side et puis de discuter. On discute pas mal avec Harry avant les séances et après les séances, aussi sur les réglages suspension. Donc je pense que ça aide en plus. Ah, intéressant. Alors justement, tiens, tu parles de Harry Payne, donc c'est ton pilote. Comment se fait le lien entre un pilote et un passager et un singe? Est-ce que c'est juste une amitié à l'origine? Est-ce que ça peut être plus professionnel où quelqu'un vient te chercher justement et veut t'embaucher, quoi? Ouais, ça peut. Nous, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'en fin 2022, du coup, je voulais quitter Team. Lui, il s'était séparé de Marc, donc on va dire que ça s'est fait un peu naturellement. Et puis, aujourd'hui, voilà, on fait une équipe. Après, en plus, on est beaux-frères par la force des choses, donc c'est un peu une histoire un peu spéciale. On disait que c'était une histoire de famille. Je crois qu'on y est. Ouais, comme Michel disait, c'est les Barnum sont ouverts, quoi. C'est génial. Et donc, c'est vrai qu'avec Harry, tout de suite, ça a bien fonctionné. C'est important d'avoir un bon pilote, justement. Tu étais avec Sébastien Delannoy, tu as été avec, évidemment, Tim Reeves, Benny Stroyer. Enfin, ça va forcément mieux quand tu es passager, quand tu es avec un pilote qui connaît de quoi il parle. Bah oui, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de toujours avoir des top pilotes. Donc, c'est vrai que je suis arrivé tout de suite dans le grand bain. On va dire que je suis arrivé avec le meilleur. Je pouvais pas arriver avec le meilleur en France. Donc, j'ai tout de suite été mis dans le rythme. Et puis, j'avais une bonne équipe. Jean-Michel avait de l'expérience, Seb avait de l'expérience, il y avait le papa de Simon qui avait son expérience. On avait pu à la prouver. Donc c'est vrai que j'ai été mis tout de suite avec la meilleure équipe, le meilleur pilote, et forcément t'essayes de faire de ton mieux pour essayer de réussir. Et puis on a réussi à enchaîner les titres au fil des années. Donc c'était vraiment des grands moments de ma carrière, quoi. Et maintenant double champion du monde, Kevin, c'est fantastique. Simon, on va rendre hommage à ton papa, Pierrot, qui était justement préparateur. Ton frère aussi est dans la compétition, Jean. Oui. C'est vraiment une histoire de famille chez les Périlla. Oui. Mon père a commencé en sidecar dans les années 70, à l'époque avec un pilote de la région aussi, qui s'appelait Gilbert Aimé à Besançon. Et puis il a fait pas mal de saisons mondiales, il a croisé Alain Michel bien sûr, et tous ces gens-là. Et depuis maintenant presque 10 ans, moi j'ai repris les rênes, et mon frère a commencé à piloter en 2019. Ah, c'est récent. Donc, oui, c'est récent. Mon frère est un peu plus âgé que moi, et donc il a commencé un peu sur le tard. Mais quand on vit dans quelque chose, on apprend sans vraiment pratiquer. Donc il a roulé assez vite tout de suite, en tout cas en France. Oui. Jusqu'en 2022 où il a été champion de France. Oui. Et toi, t'as jamais eu envie d'être, alors peut-être dans le panier, j'en sais rien, ou au guidon avec lui? Non. Non, pour moi, chacun son domaine. Voilà. Moi, j'ai une question pour Simon. Est-ce que tes parents te disaient d'arrêter de faire le singe? Petit, certainement. J'en ai pas souvenir, mais certainement, oui. Et c'est important que Jean, justement, soit au guidon de tes machines, enfin de vos machines, et puisse te donner du ressenti pour continuer à développer? Ah oui, c'est toujours intéressant de faire rouler le plus de monde possible sur mes machines, d'avoir du retour de tout le monde, ça fait évoluer la chose, oui. Et tout ce qu'on apprend, on arrive à le faire bénéficier à tous les autres après. Donc oui, c'est très important. Pas seulement le retour de mon frère, mais le retour de toutes les autres équipes, quoi. Ouais, bien sûr, mais ça fait du boulot. En hiver, j'imagine que tu dois être bien occupé pour faire finalement toutes les vérifications sur les motos et sur les sides. Oui, et puis les nouveautés aussi, c'est surtout ça qui prend beaucoup de temps l'hiver, réfléchir les nouveautés, ce qu'on peut apporter. Ça c'est une réflexion de toute l'année, mais le gros du travail se fait l'hiver pour moi, oui.
Ah, intéressant. Donc là, on arrive dans la période difficile Oui. et chargée. Jean-Michel, je rebondis sur ce que disait Simon. C'est important de bien connaître les machines, d'avoir justement des indices, je vais les dire comme ça, avec des pilotes ou des passagers. Toi, en tant que technique, justement, je crois que ce qui t'a aidé, c'est pendant ton temps libre, de faire aussi un petit peu de mécanique et de toi-même développer des machines. C'est vrai ? Oui. C'est plus un secret aujourd'hui. J'ai fabriqué 4 machines. Ouais. Pour en fait le père de Sébastien qui roule toujours et qui fait du championnat en classique. D'accord. Alors, il a fait un peu D2, un peu de F2, un peu de classique. Donc je lui ai fabriqué le tout premier, c'était un classique et le suivant c'était un F2. Et puis le dernier est en train de se terminer là. J'y suis allé avant-hier et il m'a dit ça y est, je le démonte. Je suis dans le. Donc quand on le démonte, ça veut dire qu'il a déjà été prémonté, que tout a été assemblé, qu'on sait que tout est à sa place et que tout fonctionne, que les clés, les outils passent partout, qu'on peut intervenir sur la machine. Et voilà, mais c'est du pur amateurisme ce que je fais. Ça peut-être, mais en tout cas, ça t'a aidé peut-être à mieux comprendre. Oui, évidemment. Ça m'a permis de comprendre notamment les difficultés de Simon. Alors Simon, c'est un horloger. Hors pair. Je pense que ça devait être un bon horloger, parce que ce qu'il nous fabrique, c'est de l'horlogerie, simplement de l'horlogerie. Voilà. Et quand j'aurai ne serait-ce que l'idée de fabriquer quelque chose qui ressemble à ce qu'il fait, je pense que j'aurai franchi le cap ultime. Je serai vieux, certainement très très vieux. Simon, il a quelque chose à te demander. Je suis désolé là, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre explication. Non, Simon, je voulais te solliciter. Pas de problème. De quoi ? Tu peux venir faire un stage, Jean-Michel, pas de problème. Ah, avec plaisir. Est-ce qu'il y a une sensation de fierté quand tu sors les machines ? Est-ce qu'à chaque fois, c'est un défi, chaque machine qui sort des ateliers PMC ou pas ? Ah ben bien sûr, toujours, on essaie de toujours faire mieux et c'est toujours une fierté, bien sûr. La plus grande fierté, c'est quand ça gagne une course, ça c'est évident. Mais non, et puis moi j'attache comment dire, j'aime les belles machines, donc ça me force à faire toujours plus joli aussi. C'est pas forcément ce qui fait aller plus vite, mais pour les yeux c'est toujours sympa. Ouais. Ah, c'est clair. Et puis la précision fait que les pilotes, les singes passagers en tout cas, se sentent bien. Et on parlait de famille, la famille Peugeot également, qui a gagné sur les châssis LCR ou PMC avec Ted et Vincent Peugeot. Ça aussi c'est important de pouvoir aider une famille de passionnés à aller au bout de ses rêves. Bah bien sûr, et puis moi j'ai fait mes débuts avec la famille Peugeot, donc ça m'a servi aussi beaucoup. On a appris beaucoup ensemble. Et c'était intéressant de voir ce Ted qui était quand même jeune au départ évoluer comme il l'a fait jusqu'à maintenant avec les résultats qu'on connaît quoi. Oui. Non, moi c'était vraiment très bien pour moi. C'est vrai que c'est important, Jean-Michel, quand même, d'avoir cet accompagnement. C'est une grande famille, parce que je parle de famille distincte, j'allais dire, mais c'est une grande famille, le sidecar ? Oui, c'est tellement particulier par rapport à un championnat de moto. On est toujours ensemble sur notre paddock. On est toujours soudés dans un coin, presque entassés. On a besoin de cette chaleur. En fait. Tribu. Oui, en tribu quelque part. Oui, c'est la tribu des sidecaristes. Il y a beaucoup de dialogue nécessaire pour entre le pilote et son passager, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la communication est interdite en course d'une façon quelconque. Voilà. Bien sûr. Donc oui, on tape sur la carène pour parler au pilote, mais la communication se fait principalement avant et après. Et puis il y a un retour nécessaire auprès du mécanicien ou du metteur au point, ou du développeur, ou de l'électronique. Enfin bref, l'ingénieur qui doit traiter un sujet, il doit le plus possible parler avec l'équipage, et on en arrive aussi à parler avec les équipages d'à côté. Parce que c'est une grande famille, et donc quand on bute devant un sujet, on va voir le référent entre guillemets qui se trouve sur le paddock, et puis c'est tantôt Philippe Lebaille, c'est tantôt Simon, tantôt peu importe, on rencontre la personne, le sachant entre guillemets, qui peut nous donner un coup de main sur le sujet
pour prendre le départ, quoi. En parlant Voilà. de coups de main, je me retourne par là. Kevin, comment t'as découvert le sidecar? Je veux tout savoir. Un petit peu par hasard, comme tu disais tout à l'heure, du coup j'ai commencé en moto. Et puis en 2013, en fait, il me manquait une pièce, j'avais besoin des grandes vis qu'on met dans les embrayages, et puis je trouvais pas dans le paddock moto. Ils m'ont dit, va voir les sides, eux, ils ont en général pas mal de pièces et tout. Donc j'ai pris mon vélo, je me suis arrêté au premier, donc c'était Sébastien Delannoy avec Jean-Michel dans le bar Au de hasard. mécanique, le premier. Donc ils m'ont dépanné la pièce. Et puis après le week-end, ils m'ont dit, faudrait que tu fasses un Mathem un jour pour essayer. Donc j'avais dit effectivement, pourquoi pas. Et puis à la fin de la saison, Seb est venu me voir. Il me dit, écoute, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Donc moi je lui dis, je refais de la moto. Il me dit, écoute, moi j'ai plus de singes pour l'année prochaine. Donc si tu veux bien, on fait des essais fin novembre à Alès. Et puis si ça se passe bien, du coup on fera la saison. Et puis tu pourras continuer à faire de la moto. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma première saison en 2014 en tant que singe avec Sébastien et puis toute l'équipe technique derrière. Et je me souviens que tu faisais effectivement le double programme. Tu faisais à la fois Oui. passager et puis également t'étais pilote moto, quoi. C'est ça. Les week-ends étaient bien chargés. Hein. C'était pas trop dur, même physiquement d'ailleurs. Ouais, si, c'est vrai qu'il y avait des week-ends, c'était plus compliqué. Des fois, ça m'arrivait de chuter aussi en moto. Donc, quand tu remontes dans la planche, t'es un peu amoché. Donc, c'était pas forcément les conditions idéales. Mais bon, on a réussi à faire ça pendant plusieurs années. Donc, ça l'a quand même fait, quoi. Bon, Oui, ça a duré 6 ans et ouais. Avec et, beaucoup de titres, du 6 d'ailleurs, je crois. 6 titres, oui. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est que Kevin roulait sur le 600, il faisait le 600 Pirelli à l'époque, et on avait la manche de side juste derrière les 600. Et donc il changeait de combinaison sur le paddock, enfin sur la pitlaine, et il montait dans sa combinaison spéciale side pour partir dans la foulée. Et donc les instances fédérales se sont rendues compte qu'il y avait quand même un défaut dans le calendrier. C'était tendu. C'était très très tendu, ne serait-ce que pour la récupération, la réhydratation, enfin bref, on a affaire à des champions, donc il faut quand même les entretenir entre guillemets. Et donc ils ont modifié le programme de façon à ce qu'on ait un peu plus de délai entre les deux courses pour qu'ils puissent faire les deux dans le week-end. Voilà. Donc ça veut dire 4 courses en fait, 2 courses moto et 2 courses side. Ben oui. Et une façon de se préparer différente aussi, mine de rien, parce que quand t'es toi-même au guidon, c'est pas pareil que quand t'es dans le panier, quoi. Ouais, après c'est ce que je disais, vu que c'était vraiment deux choses différentes, du coup c'est pas comme si tu roulais de la 600 à la 1000, quoi. C'était vraiment deux choses différentes, donc effectivement faut, du coup le premier virage tu dis oh là là, c'est complètement différent, mais après ça devenait une habitude, quoi. Puis comme je disais, j'avais une très bonne équipe technique, donc tout était prêt. Je savais qu'après ma course moto, ma course side, la combi était prête, la machine était prête, j'avais juste à sauter dans ma combi, changer de casque et puis voilà. C'était parti. J'avais même pas besoin de réfléchir si tout était prêt. Je savais que la machine était prête dans de bonnes conditions. Comment tu changes de casque? T'as pas le même casque, c'est différent entre un casque de pilote et de singe. C'est surtout que j'avais transpiré, donc c'était un peu une éponge le casque, quoi. Mais sinon ça peut être le même casque. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, évidemment. Et comment alors, oui, pardon. Excusez-moi, parce qu'en fait, on parle ça a l'air facile pour tout le monde. Comment on devient un singe? Comment on fait pour s'entraîner? Parce que, vu que tu es tout seul dans un panier derrière, tu prends un panier dans la maison et tu te bascules de droite à gauche. Comment on s'entraîne? Excellent. J'ai essayé de faire ça, mais la planche en carbone est raillée au carrelage. Ah, ça, c'est une mauvaise idée. Non, après, c'est comme, en fait, tous les sports mécaniques, malheureusement, ça coûte très cher. Du coup, on peut pas, l'idéal, ça serait de rouler tous les jours ou tous les 2 jours, mais on peut pas louer de circuit. Enfin, ça coûte trop cher. Donc, moi, j'essaye de faire, on va dire, à l'entraînement des choses qui se rapprochent le plus de ce que je fais dans le seed. Et puis après, j'essaye de faire aussi un petit peu du motocross, de l'enduro, du karting. Donc, on va dire que c'est des choses tout ce qui est à sport mécanique, forcément, c'est pas du side, mais bon, tout ce qui est un moteur, ça se ressemble un petit peu, quoi. Oui. Il y a quoi aussi dans la préparation? C'est du gainage, c'est des réflexes, des choses comme ça? Ouais, beaucoup de gainage, des réflexes. On travaille beaucoup. Mon coach, c'est un ancien sportif de haut niveau, donc il était champion de France en boxe thaïlandaise, donc on s'entraîne. Ah oui. On s'entraîne tous les jours ensemble le matin. Donc c'est vrai que lui, c'est un compétiteur. Enfin, c'est un ancien compétiteur. Moi, j'en suis. Donc on est toujours. Quand on va à l'entraînement, on se dit que c'est que de l'entraînement, mais bon, on veut toujours finir devant l'autre. Donc c'est sympa. C'est sympa. T'as jamais eu l'occasion peut-être d'essayer même de prendre le guidon d'un side ou l'envie ou... Si, c'est arrivé avec Seb derrière. Alors, ça s'est terminé comment? Est-ce que Seb est tombé? Je veux tout savoir. Est-ce que Seb est tombé dans les graviers ou pas? Non, mais je m'en rappelle, c'était à Lurcy-Lévy, il me tapait dans le dos dans la ligne droite. C'est vrai qu'il y avait de la communication.
Est-ce que t'allais trop vite? Ouais, je sais pas, parce que, de toute façon, comme disait Simon tout à l'heure, chacun a sa place. Le préparateur moteur, il prépare les moteurs. Le singe, il est singe, et le pilote, il est pilote, quoi. Donc, c'est mieux de rester comme ça, quoi. Mais ça t'avait plu quand même ou pas? Ouais, c'est complètement différent. Moi, déjà, en moto, on passe les vitesses à gauche. Là, on passe les vitesses avec le pied droit. On n'a pas de frein avant. On freine avec le pied gauche et ça répartit sur les 3 roues. Il faut penser que dans les virages à gauche, faut pas trop serrer parce qu'il y a le panier, il y a le singe. Donc, du coup, ça fait beaucoup de choses à penser, quoi. Ah ouais, j'imagine. Et le frein, on n'est pas comme au bobsleigh, il n'y a pas le singe qui freine, c'est vraiment le pilote, quoi. Non, c'est le pilote. Bon, d'accord. Et à quel moment tu t'es dit, je peux peut-être devenir professionnel quand même, je peux peut-être essayer d'en faire mon activité principale, parce que c'est pas tout le monde, on reste dans un sport qui malheureusement est amateur, enfin malheureusement, en tout cas amateur éclairé. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, je veux quand même essayer d'aller me battre aux avant-postes et pour ces fameux titres mondiaux? Ouais, c'est vrai que voilà, quand j'ai commencé, bon, déjà je m'étais dit voilà, j'ai la chance de commencer avec le meilleur, donc j'espère que je vais pouvoir continuer à voilà, avoir des titres avec lui et faire ce qu'il faisait avant. Dès la première année, je crois que on a fait 2 wildcards en championnat du monde, donc Oui. on avait fait Assen et Le Mans, Waouh. où on avait fait des podiums. Oui. Donc c'était déjà on passait des cours de championnat de France où il y avait 13-14 cours, à Assen 17 ou 18 tours. Donc je me souviens de ma première course à Assen, à mi-cours, je regarde dans la ligne droite et quand j'ai vu qu'il restait 10 tours, je me suis dit bon, j'espère que je vais pouvoir tenir la durée de course. Et puis on avait fait un beau résultat, on avait fini 3e, donc c'était exceptionnel. Et puis quelque chose qui m'avait marqué, que c'est à ce moment-là, c'était en même temps que le Gamma, donc il y avait à peu près 80-90 000 spectateurs. Oui. Je travaillais encore à cette époque-là. Le dimanche soir, j'étais rentré et puis le lundi, j'étais dans mon fourgon tout seul et j'avais passé le week-end avec 80 000 spectateurs. Donc je m'étais dit je sais pas ce que je fous là-dedans, quoi, en fait. Je veux être de nouveau sur les circuits C'est avec, ça. Avec les spectateurs. C'est Super ça. intéressant. Oui, ouais. puis à Seine, c'est quand même magique parce qu'on est directement confronté aux spectateurs. On les a, c'est pas la cathédrale pour rien. On les a vraiment là. Ils sont vraiment présents. On les entend, on les voit. Ils sont là. Ah ouais, c'est clair. C'est 5 km de tribune quand même. Là, on est bien d'accord. T'as roulé justement cette saison 2025 à Assen. T'as eu le titre tout récemment. Raconte-nous un petit peu ta saison 2025 avec Harry Payne, Kevin. On a eu des hauts, des bas. C'est vrai qu'on a eu quelques problèmes techniques, on va dire. Et puis D'ailleurs, d'entrée, je crois au Mans, ça s'était pas bien. Ouais, dès la deuxième course, on a eu un problème technique. Et puis après, on a réussi à enchaîner les victoires de deuxième place. Et puis on a fini par avoir un petit peu d'avance sur la dernière. Et puis voilà, refaire ça une deuxième fois, quoi. T'avais la pression avant la saison, sachant que t'avais déjà un titre mondial. Est-ce que cette année a été plus dure que la 2024 ou pas? On va dire que la pression, tu l'as toujours plus ou moins. Tu veux essayer de, comme disait Simon, toujours que tout soit parfait. La partie, on va dire la partie technique, la partie pilote, la partie singe. Donc on essaye, faut pas s'endormir sur ses lauriers. Faut toujours essayer d'améliorer et chercher comment on peut améliorer certains points. Et puis une fois que c'est parti, t'as même pas le temps d'y penser, quoi. Tu te dis la première course il en reste beaucoup, puis t'arrives à la dernière, fini. C'est déjà fini, quoi. C'est clair, ça passe très vite. Simon, en tant que préparateur justement, là aussi il faut toujours se remettre en question, il faut toujours être irréprochable. C'est quelque chose que tu apprécies, c'est une pression au quotidien. Comment est-ce que tu le gères? Non, c'est quelque chose que j'apprécie. Après, j'ai toujours été méticuleux dans mon travail. Bon, bien sûr, on fait tous des erreurs. Ça arrive de casser des moteurs, ça, un peu comme tout le monde en sidecar. Non, c'est quelque chose que j'apprécie. De toujours essayer d'évoluer. On regarde un peu ce que font les autres, on s'inspire de tout ça et on donne nos idées. Des fois, c'est bon ou c'est pas bon. Mais les erreurs font évoluer aussi. Et 2025, c'était une saison qui était importante aussi, je crois, pour Péria Motorsport et Classique, parce que justement, il y avait cette nouvelle machine, etc. C'est toujours des rendez-vous comme ça que tu te fixes pour continuer de progresser et d'être reconnu? Oui, bien sûr. Cette année, je partais avec un concurrent à Kevin, qui est Schlosser, un pilote suisse où j'ai beaucoup appris de choses. Oui, c'était vraiment une très belle année pour moi. Comme tout le monde, on aurait voulu gagner, mais d'ailleurs, je félicite Kevin pour le titre, bien sûr, parce qu'on s'est croisés au Cherchleben, mais on n'a pas vraiment eu le temps de discuter.
Et voilà. Et maintenant, moi, je me dirige sur 2026 avec plein d'idées dans la tête. Et voilà. Toujours avec Markus Schlosser et d'autres ou pas? Parce que c'est quand même un champion du monde, hein, Schlosser. Ah oui. Oui, champion du monde, je crois, en 2022. 21, je dirais, ouais, 21. 21, pardon. Oui. Cette année, j'ai un peu travaillé avec Todd Ellis et Emmanuel Clément. Bien sûr. Où la saison a été un peu compliquée pour eux. Ils ont arrêté la saison avant la fin pour plusieurs problèmes. Mais sinon, les pilotes habituels aussi. J'ai Paul L'Église, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui j'étais sur les déplacements mondiaux. C'est pareil, la saison s'est terminée à Assen sur une petite sortie de piste, on va dire, sans gravité, mais quelques dégâts sur la machine qui les ont obligés à arrêter la saison. Oui. Et pour la France, quoi, bien sûr, les pilotes habituels en France, comme les Peugeot et d'autres. Ouais. Bien sûr. 12 Français à Assen pour le championnat du monde. Quand même. Alors, moi, j'avais justement envie de te citer ça. Les Français, on parle beaucoup des Britanniques qui sont au championnat du monde. Les Français commencent à se faire une belle place parce que on a dit que Grégory Cluse avait été champion passager, Alain Michel champion pilote, Emmanuel Clément double championne du monde et un certain Kevin Rousseau aussi. Oui. On reste sur 4 années consécutives avec la France championne quand même. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, la planche internationale est française. C'est dingue, hein? Non, mais... Oui. Et alors là, on parle du sidecar côté circuit, mais on aura peut-être d'autres émissions évidemment dans Motorhome pour présenter d'autres compétitions. Mais il y a le sidecar cross, il y a le side rallye routier. Oui. C'est vraiment assez varié. Track, le sidecar est dans toutes les disciplines. Oui. Et il y a des liens, des passerelles entre les non concurrents, non. Non. Alors j'en connais qu'une. Mais peut-être que je suis pas assez vieux pour avoir tout ça. C'est Bruno L'Église, le père de Paul, et Paul lui-même, qui ont roulé en grass track et qui roule aussi en vitesse. Voilà. D'accord. Bon, on peut trouver des. D'ailleurs, je pense que Paul doit rouler toujours en grass track. Et faire des courses, c'est un truc dément, ça. Ah bah ça, j'imagine, effectivement. Déjà le sidecar, c'est dément. Oui. Et alors, quand même, petite précision, la première championne du monde en FIM dans une catégorie mixte, j'ai trouvé ça, c'est une Finlandaise. Absolument. Et c'était en sidecar. Incroyable. Exactement, oui. Parce que c'était Kirsi Kainulainen. C'est ça. Avec Pekka Pavainen. Nous avons assisté ensemble à son sacre. C'est ça. Alors, beaucoup disent que c'est Anna Carrasco, mais c'est faux. C'est bien en side et c'est la Finlandaise qui avait été titrée en tant que féminine. Ouais. Et c'était en 2016 et je voulais le préciser parce que justement c'est un sport mixte et ensuite on a eu Anna Carrasco qui a été championne en 300. On a eu Emmanuel Clément bien sûr, mais les femmes justement, c'est important, peuvent trouver leur place en sidecar. Oui. C'est bien. Notre association France Sidecar Compétition organise chaque année on parlait tout à l'heure de comment on teste, comment on essaye. Oui. On sait que c'est improbable et pour la plupart du temps infaisable, mais le France Sidecar Compétition loue des créneaux sur les circuits de façon à ce que on puisse faire au moins une présentation de la machine aux passagers et aux pilotes qui veulent débuter, de façon à ce qu'ils puissent avoir l'occasion d'essayer en piste avec 2 ou 3 tours d'initiation. Donc on fait d'abord une formation, une initiation théorique pour leur permettre avec un champion. Hein, on prend que des équipages, uniquement des champions qui ont déjà un palmarès ultra reconnu, qui mettent en condition ces jeunes débutants et qui leur montrent à la fois sur la machine en théorique et à la fois sur la piste comment on peut maîtriser cet engin et comment on peut devenir un technicien de plateforme, comme disait Kiki Chéniaud. Pas mal. Que je salue. Oui, Christian qu'on salue et qui est un passionné évidemment. Maître Capello, t'es prêt? Ça y est, c'est bon, on se lance l'année prochaine. On donne la date, on y va. Parce qu'on peut faire justement des initiations. C'est quand à peu près? Il me semble qu'il y a 4 ans ou 5 ans, tu m'avais dit j'y serai, je viendrai. Je tiens toujours à y aller justement, je le dis. Voilà. J'ai pas eu le temps, mais donc c'était ça se passe au mois de mars sur le circuit du Val de Vienne, bon, au je veux la place.
Voilà, et donc c'est ouvert au plus grand nombre de façon à ce que, au moins pour une fois, les gens qui se disent comment on fait, qu'on puisse essayer ici. Voilà, dans un cadre vraiment sécurisé, Bien sûr. avec des gens qui sont de très grands professionnels du side et qui ne vont surtout pas aller à la bêtise de perdre un passager ou d'amener à l'excès un pilote. Alors, au début, j'imagine que quand on fait ses premiers pas sur la planche, on n'est pas en train de se déhancher et de bouger comme Kevin. Alors, c'est à l'appréciation de chacun. Il y a des gens qui, tout de suite, et je prends un exemple qui est là parmi nous, tout de suite, prennent la bonne position, essayent, réessayent, il prend les poignets, il prend les appuis, et il teste. C'est ce qui s'est passé à Alès au mois de novembre en 2013. Quelques années. Tu te souviens de ça? Ah ouais, je m'en souviens. Quand je suis arrivé, il y avait c'était peut-être une trentaine de minutes avant les essais, et puis c'était donc son ancien passager, c'est Sébastien Laborel, qui est venu. Il m'a dit bon voilà, quand t'es dans un gauche tu fais ça, t'es dans un droite tu fais ça, et puis voilà, faut y aller quoi. Voilà, donc, faut y aller. Au bout de 3 tours, je me suis dit je vais jamais tenir une course quoi, c'est pas possible. Et puis au fil des séances, on a discuté, je me suis relâché et puis ça l'a fait. Comment tu fais pour que tes bras ne tétanisent pas? Moi, ça, je suis bluffé à chaque fois. Non, pas plus de 3 tours la première fois, pas plus de 3 tours. Voilà, on fait 2 tours, et si ça match, un troisième. Et 2 tours et 6 mois de rééducation. Voilà. En général, lorsqu'on passe le 3e tour, le passager a envie de descendre. D'accord. Oui. Je te propose Il a vraiment envie de qu'on y descendre. aille tranquille, on fait 3 tours et après on filme la rééducation. Oui, mais ça dépend de l'âge. Il y a une limitation sur l'âge du singe ou du pilote. Alors, on débute en compétition en France avec un passager qui doit avoir au minimum 15 ans. D'accord. Et puis, si on prend un exemple comme Christian Chénaud, que je resalue. Il a intérêt à nous repartager l'émission, hein, Christian. C'est un garçon qui a 70 plus, on va dire. Oui. Hein, Hors taxe. et qui est toujours opérationnel et qui fait son dernier tour en faisant le poirier. Il continue de faire ça pour saluer le public. Voilà. Donc. Il met les jeunes minables, ça vous voulez dire? Ouais, il y a quelques jeunes qui pourraient s'en inspirer. Oui. Encore une fois, c'est la passion, hein. Comme disait tout à l'heure Simon. Bon, c'est vrai qu'on se croise dans les paddocks. Forcément, on est concurrents, donc on va pas forcément se parler. Mais j'ai toujours beaucoup de respect pour ce qu'il fait, ce qu'il apporte au sport et qui continue à faire vivre le sidecar, parce que le sidecar, c'est pas de la moto aujourd'hui. On va en concession, on achète une moto, on roule tout seul. Le sidecar, c'est une moto GP, donc la moindre pièce, c'est du sur-mesure. Et d'avoir des personnes comme Simon qui continuent à faire vivre ce sport et la passion, parce que c'est vraiment une passion. Je veux dire, forcément, on roule sur des équipes différentes, on roule sur des châssis différents, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour ce qu'il fait, pour le sidecar en général, et de continuer à faire vivre ce sport, c'est vraiment quelque chose de super. Ouais, c'est top, Simon. Justement, c'est une fierté aussi de faire partie de cette grande aventure. Ça représente combien de sidecars chaque année à préparer de ton côté dans les locaux, dans le Haut-Doubs? Alors, c'est jamais la même quantité annuelle, mais on va dire entre 10 et 20 machines à l'année, à peu près. Il en faut de la place dans le garage. Et les moteurs un peu plus, puisque les moteurs, chaque équipe a 2 ou 3 moteurs par équipe, donc ça représente entre 30 et 40 moteurs faits à l'année dans l'atelier. Tu vas pas me dire que tu es tout seul quand même, Simon, tu t'es accompagné Aujourd'hui, si. Combien vous êtes? Aujourd'hui, si. Je suis tout seul. Ah bon? Tout seul depuis... Ah oui, depuis 10 ans, je suis tout seul, oui. Oui. J'ai mon frère qui me donne un coup de main quand il a du temps, mais lui, il a son activité à côté, bien sûr. Ouais. Mais non, je suis tout seul. Après, aujourd'hui, j'aurais besoin d'un coup de main, c'est sûr, mais je sous-traite, je trouve d'autres solutions. Voilà. Bien sûr. On lance un appel, voilà. Si, Jean-Michel. Ah oui, on a un client. Attends, c'est là. Il est là. En stage. Jean-Michel veut bien venir en stage. Non, mais ça représente combien d'heures de fabrication, justement, pour développer un sidecar? Alors maintenant, ça y est, tu connais la mécanique, mais c'est assez long ou pas? J'ai jamais vraiment calculé exactement le temps pour faire une machine F600. Aujourd'hui, quand je fabrique les pièces, je fabrique toujours en série, on va dire en série de entre 3 et 6 pièces. Mais je dirais que pour faire une machine complète prête à rouler, il faudrait compter à peu près 1 mois. D'accord, c'est quand même relativement rapide. En partant de zéro, je pense, on devrait être à peu près autour de ça. Après, quand moi, toutes les pièces sont fabriquées et que j'ai juste à assembler la machine, en une semaine, la machine est sur zéro.
Ouais, c'est un gros Lego en fait. Pour les avec un, c'est pas plus 3 ans, c'est beaucoup d'expérience. Oui, c'est ça. Oui. C'est ouvert à tous, mais surtout à ceux qui ont de l'expérience. C'est ça, c'est l'expérience et de la passion. On n'est pas dans le sidecar pour faire de l'argent. Alors, en parlant d'argent, Par ça coûte cher de déplacer. Par rapport aux heures passées, c'est mal payé. Hein. Oui, c'est clair. Maître Capello. C'est tous les frais. On parlait d'argent justement à l'instant. C'est cher de déplacer parce que la machine est plus grosse qu'une moto. Il faut une remorque. Du coup, si on a un mulet, ça se passe comment les compètes? Avoir un mulet dans les années 90 où c'était possible, aujourd'hui non, c'est plutôt des spares, c'est des pièces qu'on va transporter en stock, mais un châssis complet, non, on n'en aura pas. Hein. On va avoir des pièces qu'on peut changer, mais si vraiment on a un gros crash et qu'on plie tout, bon déjà en général le pilote et le passager ils sont dans un état pas prêt à repartir, et non ça coûte vraiment trop cher. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas, on va pas chez Yamaha ou chez le concessionnaire du coin pour acheter une pièce. Hein. C'est des pièces qui sont faites sur mesure. Hein. C'est vraiment c'est de l'art. Hein. De toute façon, Simon, s'il vient de l'horlogerie, c'est clair. C'est pas du hasard. Hein. Donc c'est des pièces uniques et des pièces vraiment très précises. Donc on a un minimum de stock, mais on peut pas avoir un châssis complet. Non. Et pour ça, j'aimerais de nouveau remercier Simon. Ah, j'ai cru que c'était Christian encore. On resalue Christian. Non. Simon, c'est notre support technique pour tout le paddock sidecar, et il se déplace avec un nombre de pièces incalculable. Son camion est débordant. il a tout ce qu'il faut pour réparer. Parfois le poste à souder. Enfin, c'est notre support technique. Voilà. Et le seul support technique qui puisse nous suivre sur tout le championnat. Et qui fait également les 2 championnats, donc championnat de France, championnat du monde. Donc le championnat du monde, il le fait pour 1 ou 2 teams, oui. Et le championnat de France, il le fait quasiment pour tout le monde, sans regarder de quelle chapelle apparaît l'équipage. Donc ça, c'est important. Ça aussi, ça fait la grandeur du bonhomme. Ouais, non, mais complètement. Et puis c'est vrai qu'il faut se déplacer aussi. Il faut être toujours très motivé, Voilà. pas compter ses heures effectivement. En championnat de France, Absolument. il y a aussi le championnat Promo Sport, c'est ça? Oui. On trouve des sidecars. Il y a combien de championnats en France qui existent? En fait, il y a le championnat classique qui fait rouler des machines des années d'une autre époque, qui vont jusqu'à actuellement, ça va jusqu'à dans les années 80. Donc les plus récentes pour le moment, c'est des années 80. D'accord. Ensuite, on a le championnat Promo Sport. Donc ça, c'est quoi? C'est la 2e division? Oui, en quelque sorte, D'accord. qui est divisé en plusieurs catégories également, promo 1, promo 2, promo 3. Donc on a des châssis qui sont des F2, qui ont déjà participé à pas mal de courses et qui sont de la performance de l'époque, on va dire. Ouais. On a ensuite les F600 qui ont le droit, qui sont autorisés à rouler pour débuter dans la catégorie promo. Et puis, comme on ne voulait pas perdre complètement les F1, on a autorisé ceux qui désirent rouler encore avec un F1 à rouler en promo. D'accord. Voilà. Et après, il y a le championnat de France. Et le Superbike, et donc le Superbike où on a les 2 catégories, F600 et F2, qui roulent en même temps. Voilà. Ça, c'est important d'avoir le sidecar qui ne soit pas trié justement par rapport à de la moto vitesse, parce que à l'époque, quand même, on va bien le dire, à l'époque d'Alain Michel, quand il était champion du monde, le sidecar était sur les Grands Prix moto, Grand Prix 500. Absolument. Et pourquoi puis, plus pourquoi plus? C'est une histoire de droit télé. D'accord. La Dorna voulait impérativement avoir un début de programme à 1 heure dite, et je les comprends. En vendant de la télé, il faut que le spectateur qui s'assoit devant son programme dise voilà, à 14h il y a le Grand Prix. Sauf que si avant on a fait rouler un side et qu'il est sorti de piste et qu'on doit, c'est moins facile qu'une moto à secourir entre guillemets. Et donc s'il y a eu plus comme une voiture finalement entre guillemets. Voilà, c'est un peu la voiture des motos en quelque sorte. Et donc, il y avait des difficultés à synchroniser les horaires pour le caler sur la télé. D'accord. Et puis, petit à petit, la Dorna, elle a coupé le bras. Et donc, on s'est retrouvé orphelin et à essayer d'organiser notre propre championnat de notre côté, quoi. Voilà. Ah, c'est ce qui explique. Et donc, à l'époque, les sidecaristes, ils n'avaient pas le choix. C'était rien ou open. L'open, c'est le Superbike d'aujourd'hui. D'accord. Voilà.
Sauf que, Kevin, les manches du mondial sont pas en même temps que le mondial Superbike, on est d'accord. Alors, il y a eu des années, en 2021, on a participé à 2 courses, donc on était greffé à 2 épreuves du mondial Superbike, Donington Park et Assen. Et puis, depuis les dernières années, donc ça a été le promoteur allemand qui a repris le championnat, donc on était greffé avec le championnat EDM. Donc, c'était, on va dire, c'est ça, le championnat de France Superbike, mais en Allemagne, en gros. D'accord. Donc, c'était, on va dire, pas trop mal, parce qu'il y avait la télé, les courses étaient retransmises sur YouTube. Et puis là, donc pour l'année prochaine, du coup, c'est la FIM qui reprend. Le promoteur allemand, il arrête. D'accord. Et du coup, ça va être certainement des courses qui vont être faites comme un petit peu auparavant. Donc, qui vont être mis avec des annexes comme les 24 heures moto et puis des courses annexes que la FIM vont trouver en fonction des circuits qui seront disponibles. Alors, je me lance dans quelque chose, mais pour ouvrir justement, parce qu'on va bientôt conclure cette émission, pourquoi pas avec des épreuves de voiture, justement, de mettre des sidecars, ou le public serait complètement différent ? Alors, les 2 fédérations ne s'entendent pas forcément sur le sujet. D'accord. C'est une très très bonne question, et pourquoi pas créer des rapprochements avec la FIA. Les règles de fonctionnement et de sécurité ne sont pas les mêmes entre les règles moto et les règles des voitures. Et donc l'organisation d'une course, simplement d'une course, avec les 2, nécessite que les sécurités des 2 soient contrôlées. Et donc, je ne pense pas que ce soit infaisable, mais ça doit compliquer un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau des relations. Je ne sais pas où en sont les relations entre la FIA et la FFM. Bon, en tout cas, nous, sur Radio Sport et dans Motorhome, on va parler sidecar et on est prêt à vous réinviter. On est prêt à recevoir Simon, on est prêt à recevoir tous les pilotes ou les singes, évidemment, qui le veulent. Kevin, l'année prochaine, cap sur le 3e titre. Est-ce que tu as en tête peut-être un plan de carrière pour être... J'avais regardé un petit peu sur les passagers les plus titrés. Alors, à l'époque, c'était Ralph Engelhardt qui avait décroché 6 titres mondiaux, mais c'était dans les années 70. Est-ce que toi, tu as un objectif ou tu te laisses guider ? On va dire forcément, quand tu as des titres, tu veux essayer d'en gagner le plus possible. Donc, y a la concurrence, elle est là. Donc, on va continuer à tout faire pour essayer d'être le plus performant possible. Et puis, tant que je serai performant, je voudrais essayer de continuer le plus longtemps possible. Et avec Harry, tout se passe bien. C'est ça. Bon, impeccable, c'est parfait. Simon, l'objectif pour 2026, on l'a compris, rester actif et puis continuer de proposer des sites de référence. L'hiver s'annonce bien, s'annonce studieux. Oui, très chargé. Oui, l'hiver s'annonce très chargé. J'ai déjà plusieurs machines qui sont en cours de construction. La nouveauté pour moi l'année prochaine, ça va être le Tourist Trophy. Donc bel objectif encore l'année prochaine, oui. Oh, oui. Ça va être sympa. Avec Jean et Thibaut ou pas Thibaut Cotchamp et Jean-Pierre Non, Jean et Thibaut, ils font une pause actuellement pour des raisons familiales ou autres. D'accord. On les reverra peut-être les années prochaines, mais pas 2026. Bon, dommage. Bon, en tout cas, on les salue évidemment bien bas. On te salue aussi, Simon, et merci d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir. PMC, merci donc Peria Motorsport et Classique. C'est l'adresse où l'on te retrouve. Et puis Jean-Michel Lafay, à chaque fois un plaisir de t'avoir et de te côtoyer. Donc toujours l'association FSCC, on est d'accord ? France Sidecar Compétition. Voilà, et tu restes actif partout. Oui. J'étais un peu moins actif avec l'association cette année puisque j'ai pris des responsabilités sur le Superbike. D'accord. J'ai des ambitions et de grandes envies de faire progresser l'image qu'on donne. J'espère que j'aurai les moyens de mes ambitions et puis, tout ça m'occupe beaucoup. En parallèle, j'aurais dû être à Oschersleben, mais d'autres éléments, et entre autres cette émission, a fait qu'on a dû préparer et travailler. D'avoir répondu présent. Merci à toi. Vraiment merci à vous deux. Mettre le side en valeur. Et puis, nous, Maître Capello, on est prêt à faire une initiation. Oui, je suis en train de m'entraîner là. Tu ne le vois pas derrière. Au mois de mars. Je le vois faire des génuflexions, je sais pas comment on dit. Je cherche une coque pour mes fesses en revanche. Oui, si t'as de quoi. C'est bon, j'en ai d'avance, c'est bon. Merci Kevin Rousseau également. Bravo pour ton titre encore une fois, 2e titre mondial. Et puis on se tient au courant pour la suite parce que on va refaire d'autres émissions sur le sidecar, mesdames et messieurs, dans Motorhome pour tout connaître, tout comprendre du sport mécanique évidemment. 2 roues, 4 roues, 3 roues, bref, on a toutes les roues. On peut même aller sur l'eau, on peut faire plein de choses ici sur Radio Sport.
Sport. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette émission et on se retrouve très vite pour d'autres sujets, évidemment, que ce soit donc auto, moto ou d'autres sur Radio Sport dans le cadre de Motorhome. Salut à tous.